Bonjour, je suis Dr Zerouga. Je vais vous présenter la rééducation en rhumatologie. On va commencer par les objectifs. Alors à la fin de ce cours, vous devriez connaître les principales techniques de rééducation, leurs principales indications, ainsi que les principaux intervenants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Vous devriez aussi connaître les principaux appareillages et leur application. Et finalement, connaître le principe de la rééducation de certaines pathologies, telles que le rhumatisme inflammatoire, la coxarthrose, la gonarthrose, la lombalgie et la tendinopathie. La prise en charge en rééducation correspond plutôt à une approche du patient qui vise à réduire les incapacités en rapport avec le développement d'une pathologie affectant son appareil de façon transitoire ou définitive, son appareil locomoteur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'un patient, quand il présente une quelconque pathologie, cette pathologie va entraîner des déficiences. Ces dernières, si elles ne sont pas prises en charge à temps, elles vont entraîner une incapacité du patient à réaliser certaines fonctions, telles que les activités de la vie quotidienne par exemple. Et donc notre patient va se retrouver en situation de handicap. Il faut savoir qu'actuellement on parle plus de rééducation fonctionnelle, mais de médecine physique et de réadaptation. Alors cette discipline, elle vise à redonner un fonctionnement le plus proche possible de la physiologie du patient, de manière à ce qu'il retrouve une autonomie. Donc la médecine physique correspond à un ensemble de traitements non médicamenteux. Quand elle est appliquée à la rhumatologie, elle comprend les massages, la kinésithérapie, la physiothérapie, l'ergothérapie et l'appareillage. Elle a aussi comme objectif principal de rendre le patient autonome par une action ciblée sur les déficiences et les incapacités. Du côté réadaptation, donc on va intégrer l'ensemble des mesures médicales, sociales, éducatives et environnementales pour contribuer au retour des patients dans leur environnement. On passe maintenant à la physiopathologie. Alors l'inflammation, la douleur et l'immobilité sont communes aux pathologies de l'appareil locomoteur. Elles vont entraîner des modifications des caractéristiques des articulations et cela va se traduire par des troubles trophiques dominés par la myotrophie, par de la raideur et par des déformations articulaires. La myotrophie, elle s'installe d'autant plus rapidement qu'un muscle est volumineux. Par exemple, si on a un problème au niveau du genou, une gonarthrose par exemple, si ce genou est immobilisé, donc le quadriceps ne va pas trop travailler, il va rapidement fondre et l'amyotrophie, elle est rapidement visible. Donc cette amyotrophie est responsable d'une diminution de la force musculaire que l'on peut objectiver par un testing clinique. C'est quoi le testing? On va apprécier cliniquement la force musculaire et la cotée de 0 à 5. 0 correspond à un muscle paralysé, 5 correspond à un muscle de force normale. Cette amyotrophie, quand elle intéresse les muscles des membres inférieurs, elle se traduit par une instabilité pendant l'appui, ce qui est source de chute. Pour ce qui est de la raideur, elle est liée aux rétractions des différentes structures périarticulaires que sont les muscles, les tendons et les ligaments. Elle se traduit par une diminution de l'amplitude lors de la mobilisation passive d'une articulation. Alors, pour ce qui est des formations, donc certaines pathologies rhumatismales sont responsables d'attitudes vicieuses ou de déformations de par leur physiopathologie. Par exemple, quand on est devant une polyarthrite rhumatoïde. Alors la lésion de base, c'est quoi? C'est le panus synovial qui est destructeur. Donc il va être responsable par exemple des déformations des doigts quand les mains sont touchées. Alors pour parer à ces déficiences, on fait appel à différents intervenants. C'est les médecins de médecine physique et réadaptation, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les appareilleurs. Mais quand est-ce qu'on doit intervenir?
La prise en charge en médecine physique doit être précoce, prolongée et adaptée à la qualité des résultats fonctionnels. Donc c'est en fonction des résultats qu'on va changer notre prise en charge. Comment qu'on va agir? On va utiliser des techniques diverses. Les massages, la physiothérapie, la kinésithérapie, l'ergothérapie et l'appareillage. Alors maintenant, on va développer les moyens thérapeutiques suscités. Donc les massages et la physiothérapie, c'est des moyens antalgiques, donc ils agissent directement sur la douleur. Commençons par les massages. Ce sont des diverses techniques manuelles. Elles intéressent les plans superficiels et les différents composants articulaires. Ils sont à proposer avec prudence. On doit tenir compte de la tolérance du patient, de la lésion. Est-ce qu'il y a une fragilité cutanée? Et si on est devant une poussée articulaire douloureuse. Donc là, c'est contre-indiqué. Il en existe différents types. Les fleurages, c'est un massage superficiel sédatif qui permet un échauffement des tissus cutanés et sous-cutanés. Le pétrissage, il permet une détente musculaire. Le pincé roulé, c'est un massage destiné à la prise en charge des cellules Algie. Et finalement, on a le massage transverse profond, qui est un massage plus localisé. Il s'adresse aux pathologies musculo-tendineuses. Maintenant, on va parler de la physiothérapie. C'est l'utilisation d'agents physiques à visée thérapeutique. Les propriétés de ces différents agents sont dominées par les actions trophiques et antalgiques. Certaines actions sont spécifiques des agents utilisés, d'autres peuvent être rapportées de façon plus générale aux effets thermiques. Parmi ces agents physiques, on va utiliser la thermothérapie. C'est un élément qui est simple d'utilisation, c'est le plus répandu. Donc, soit application de chaleur ou de froid. L'application de la chaleur possède des propriétés antalgiques directes. Elle augmente l'élasticité du collagène présent dans les tissus de soutien et contribue à lutter contre les raideurs. La chaleur, elle peut être fournie à partir de sources variables. Par exemple, on a les lampes infrarouges ou l'application de paraffin ou de l'argile. C'est utilisé surtout en pathologie rachidienne commune, par exemple la lombalgie. Donc, contrairement à la chaleur et à l'utilisation de froid, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie. Elle possède une action antalgique, particulièrement en cas d'inflammation. Le froid, il a en plus un effet anti-œdématique. L'application peut être obtenue par des vessies de glace ou pulvérisation d'un gaz. L'exposition, elle est de 15 minutes. Elle doit être indirecte. On utilise un linge en interface pour éviter les brûlures. Et elle est pluriquotidienne. Un autre moyen de thermothérapie, c'est les bains écossais. Donc les bains écossais, c'est l'alternance de chaud ou de froid. Et de froid plutôt. Après la thermothérapie, on a les ultrasons. Alors ce sont des vibrations qui se déplacent en milieu hydrique et au sein des tissus de soutien. Ils ont un effet antalgique qui relève à la fois de leur effet thermique et de l'action propre des vibrations mécaniques. Ils sont utilisés surtout en pathologie tendineuse. Donc là, c'est des photos. Donc là, on a la lampe infrarouge, la vessie de glace, la poche de glace, la sonde à ultrasons. Et là, c'est la pulvérisation de gaz. On passe maintenant à l'électrothérapie. Alors, on a le courant continu, utilisé dans les ionisations, dont le principe est de faire pénétrer dans les tissus cutanés un produit actif. On a le courant alternatif, utilisé à visée antalgique à basse fréquence. Et on a le TENS, qui est l'électrostimulation antalgique transcutanée. Donc là, on a un boîtier d'électrothérapie. Donc dans le menu, il y a plusieurs possibilités de choisir le courant qu'on veut utiliser. Alors après les massages et la physiothérapie, on passe à la kinésithérapie proprement dite. C'est un ensemble de techniques visant
à la réduction des déficiences de l'appareil locomoteur. C'est le principe actif essentiel de la rééducation en rhumatologie. Et on distingue, selon la participation du patient, les techniques de rééducation passive et active. On commence par la kinésithérapie passive. Donc elle vise à modifier les propriétés des tissus, que ce soit élasticité et souplesse, dans le but d'obtenir l'indolence et de permettre le gain d'amplitude articulaire. La kiné passive, elle comprend les mobilisations. Leur but est l'entretien ou le gain d'amplitude articulaire, c'est-à-dire qu'un secteur de mobilité qui est limité par altération structurale articulaire ne peut au mieux qu'être préservé en utilisant les mobilisations. Ces mobilisations vont étirer ou assouplir les structures abarticulaires, que sont la capsule, les ligaments, les tendons et les muscles. La kiné passive comprend aussi les postures. C'est quoi une posture? C'est une mise en tension progressivement croissante jusqu'à l'étirement maximal d'une articulation, sans dépasser bien sûr le seuil douloureux. Ce sont des attitudes adoptées par un segment de membre ou le rachis pour s'opposer soit à une déformation ou bien obtenir une position frontalique. Ces postures peuvent être manuelles, faites par le kiné, ou instrumentales, en utilisant une orthèse de posture. Ces postures vont contribuer à maintenir le résultat de la mobilisation. C'est-à-dire après les mobilisations, on va posturer l'articulation pour maintenir le gain obtenu. Après la kiné passive, on passe à la kinésithérapie active. Celle-ci regroupe l'ensemble des techniques mettant à contribution le patient, c'est-à-dire la participation volontaire du patient. Elle repose sur un travail analytique, c'est-à-dire travailler un groupe musculaire exclusif, ou bien un travail global. Donc, on va travailler une fonction, avec réapprentissage d'une geste ou d'une fonction. Donc, le renforcement musculaire analytique. Il vise à améliorer les performances musculaires en termes de force, de volume ou d'endurance. On peut décrire différentes modalités de travail musculaire. Donc, ils sont utilisés pour prévenir ou réduire une faiblesse segmentaire, une instabilité et l'amyotrophie et s'opposer à d'éventuelles déformations. Donc, on a le renforcement isométrique, c'est-à-dire que la longueur du muscle, elle est constante. Il n'y a pas d'allongement ni de raccourcissement du muscle au cours de la contraction. On a le renforcement isotonique, c'est-à-dire à charge constante. Et là, c'est la musculation proprement dite. Donc, elle privilégie des exercices répétés à charge constante qui peuvent être adaptés en fonction de la progression. Et puis, on a le renforcement isocinétique, c'est-à-dire à vitesse constante. Il s'agit là d'un type d'exercice d'introduction récente permettant un renforcement musculaire à résistance contrôlée par un dynamomètre. Cependant, le plus utilisé en rhumatologie, c'est le renforcement isométrique. Dans la kinésithérapie active, on a un volet qui est la rééducation sensorimotrice. Alors, c'est des techniques de renforcement musculaire faisant appel à une commande motrice automatique ou réflexe à partir de stimulations sensitives ou sensorielles. Par exemple, renforcement des muscles péronéens après une entorse de la cheville, qui s'obtient par le travail de l'équilibre unipodal sur un plateau instable. Et finalement, on a le renforcement musculaire global. Son but, c'est de prolonger la prise en charge des patients dans une finalité fonctionnelle. Les réalisations d'un geste, par exemple la préhension, qui est utile dans la vie courante, et les activités sportives ou professionnelles. Après la kinésithérapie, on a l'ergothérapie. Alors, elle repose spécifiquement sur la pratique d'activités ludiques et artisanales dans le but d'une optimisation fonctionnelle.
on apprend aux patients le confort, la sécurité, c'est-à-dire la notion d'économie articulaire et l'efficacité du geste. Parfois, on peut utiliser des orthèses et des aides techniques confectionnées à la demande. Là, je vous ai mis des photos de quelques exercices utilisés en ergothérapie, par exemple visser des boulons, mettre des tubes de macaroni sur des clous, empiler des cubes, ou bien utiliser des pinces donc, pour ouvrir et fermer la pince digitale. On arrive au dernier point de nos moyens thérapeutiques, qui est l'appareillage. Alors l'appareillage, il comprend les orthèses et les aides techniques, qui sont des dispositifs externes fabriqués en série ou sur mesure. Le petit appareillage correspond aux dispositifs médicaux fabriqués en série, selon des tailles standardisées. Le grand appareillage, il est réalisé sur mesure ou moulage en matériaux durables. On commence par les orthèses. Alors l'orthèse, il faut différencier entre orthèse et prothèse. L'orthèse, c'est un appareillage amovible de suppléance. L'orthèse, elle supplée une fonction. Par contre, la prothèse, elle va suppléer un membre. Donc, on a les orthèses d'immobilisation ou de fonction pour les membres. On a les orthèses rachidiennes, tout ce qui est ceinture de maintien, corset. On a les orthèses plantaires, c'est-à-dire les semelles, les chaussures orthopédiques. Alors, elles exercent soit un rôle antalgique par l'immobilisation ou la limitation du mouvement, soit un rôle fonctionnel, donc une orthèse de repos ou de fonction. Donc là, on voit différentes orthèses. Alors, on a le lombosa ou la ceinture lombaire de maintien qui est utilisée en cas de lombalgie. On a les colliers cervicaux, le semi-rigide et le souple, en cas de cervicalgie ou de névralgie cervico-brachiale. On a différentes orthèses de posture de la main. Et là, on a une orthèse pour l'albus valgus. Et là, on a une orthèse de maintien pour la cheville. Pour les aides techniques, ce sont des moyens palliatifs variés. Ils sont proposés pour le maintien d'activités spécifiques lorsque les capacités fonctionnelles propres des patients sont dépassées. Alors, par exemple, les cannes, c'est des aides techniques. Elles peuvent faciliter la déambulation, mais aussi permettre la mise en décharge d'un membre inférieur lors d'une poussée articulaire. Par exemple, en cas de gonarthrose, on va décharger le genou en utilisant une canne du côté sain. Donc, on ne met pas la canne du côté atteint. C'est le côté sain pour décharger le côté atteint. Donc là, on voit les cannes à appui antébrachial. Là, c'est les béquilles axillaires. On a le déambulateur, le fauteuil roulant. Après avoir terminé avec les différents moyens thérapeutiques, on va passer maintenant aux principales indications. Donc, suivant la nature de l'affection causale et de la date de prise en charge, la rééducation peut intervenir à tout moment. Elle pourra varier dans ses objectifs et ses modalités d'application. Donc, on commence par le cas du rhumatisme inflammatoire, qui est caractérisé par les maladies inflammatoires sont caractérisées par leur évolution en poussée-rémission. Donc, lors des poussées, c'est la phase inflammatoire, il faut le repos. On peut utiliser une orthèse. On utilise aussi la physiothérapie antalgique et en particulier le froid pour l'effet anti-œdémateux. Et on mobilise très doucement les articulations touchées. Hors de la poussée, on aura recours aux mobilisations
aux postures, à l'entretien et le renforcement musculaire en isométrique, hein, pour l'économie articulaire. On aura recours à des exercices d'ergothérapie et on utilisera les orthèses et les aides techniques à la demande. Et puis, on va apprendre à notre patient, à l'éducation thérapeutique, de faire une auto-rééducation pour la mobilisation et l'entretien musculaire. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, on se base sur la prévention des déformations et l'adaptation du geste en utilisant des ustensiles et l'ergothérapeute va éduquer le patient à l'adaptation du geste, des ustensiles et du domicile. Un deuxième exemple de rhumatisme inflammatoire, donc la spondylarthropathie. On va se baser sur des exercices d'extension du rachis pour conserver le maximum d'amplitude articulaire et conserver les amplitudes respiratoires. Maintenant, la deuxième pathologie, c'est l'arthrose. Alors, dans l'arthrose des membres, que ce soit coxarthrose ou gonarthrose, il est nécessaire de prévenir toute attitude vicieuse, par exemple flexion, par des postures, maintenir l'amplitude articulaire, renforcer les muscles clés. Renforcement, par exemple, isométrique du quadriceps et des ischio-jambiers en cas de gonarthrose, et puis renforcer les muscles fessiers en cas de coxarthrose. Alors, si on est devant une poussée douloureuse, il faut le repos, décharger l'articulation, utiliser des mobilisations douces et les postures. Hors de la poussée, on va mobiliser, renforcement musculaire et toujours l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire apprendre aux patients à faire l'auto-rééducation. C'est les mobilisations, les postures, cela dans un but d'entretien et de renforcement musculaire. Maintenant, en cas de rachialgie commune, alors en phase aiguë, toujours, il faut le repos, l'immobilisation. Une fois la phase aiguë passée, on aura recours à la kinésithérapie. Alors, ce sont des mobilisations axiales, ainsi qu'un renforcement musculaire axial pour prévenir les poussées évolutives. Alors, en cas de lombalgie, on va ajouter l'étirement des muscles sous-pèdes, c'est-à-dire les ischio-jambiers, tout ce qui est muscles des membres inférieurs, ischio-jambiers, etc. Une fois les exercices appris par le patient, il va faire de l'auto-rééducation qui consistera en des mobilisations de la posture, entretien et renforcement musculaire. Maintenant, pour les tendinopathies, alors on aura recours à la physiothérapie à visée anti-inflammatoire et microantalgique. Là, on va utiliser surtout les ultrasons, les immobilisations segmentaires paratelles. Pour les massages, c'est surtout le massage transversal profond. Et on aura recours aux mobilisations articulaires, l'étirement et le renforcement musculaire. On passe maintenant à la capsulite rétractive de l'épaule. La kinésithérapie consiste en des mobilisations globales et spécifiques de la gléno-humérale et un entretien musculaire global. Le patient fera aussi de l'auto-rééducation. Pour l'épaule douloureuse chronique, toujours mobilisation, renforcement musculaire global et spécifique, les abaisseurs extrinsèques, le grand dorsal et le grand pectoral. On fera un recentrage huméral dynamique. Donc, en conclusion, je dirais que la rééducation des affections rhumatismales de l'appareil locomoteur repose en grande partie sur la kinésithérapie, l'ergothérapie et la prescription d'appareillage. Elle doit être indiquée et guidée en fonction des objectifs recherchés en tenant compte du reste de la stratégie médicale. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Une rééducation précoce est garante d'un bon résultat en fonction. Et je vous remercie.